La victime acceptait un verre d'un inconnu charmant, se réveillait des heures plus tard dans une baignoire remplie de glace. Dans les temps anciens, avant que le christianisme ne s'implante solidement en Pologne, les Slaves païens craignaient un être suprême du mal absolu, Czarnobog, le dieu noir, opposé à Białobog, le dieu blanc de la lumière et du bien. Czarnobog régnait sur les ténèbres, le chaos, le malheur et la mort. Il était représenté comme une silhouette immense et ombreuse, avec une peau noire comme la nuit sans étoiles, des cornes tordues, des yeux rougeoyants comme des braises infernales, et des ailes de chauve-souris déployées. Il chevauchait un cheval squelettique crachant des flammes, et son souffle apportait les tempêtes, les maladies et les guerres. On disait que Czarnobog volait les âmes des vivants pendant leur sommeil, les emportant dans son royaume souterrain où régnaient les tourments éternels. Les anciens offraient des sacrifices noirs des animaux aux poils sombres ou même, dans les légendes les plus sombres, du sang humain pour apaiser sa colère et éviter qu'il ne maudisse les récoltes ou les familles. Dans un village reculé des Carpates polonaises, au IXe siècle, vivait un voïvode nommé Dobromir, un guerrier fier qui avait renié les anciens dieux pour embrasser la nouvelle foi chrétienne naissante. Il fit détruire les idoles païennes du village, brûlant les statues de bois représentant Czarnobog et interdisant les rituels ancestraux. Il n'y a plus de dieu noir, seulement le vrai dieu de lumière, proclamait-il devant ses sujets terrifiés. Mais une nuit d'hiver glacial, lors d'une éclipse totale qui plongea le monde dans une obscurité absolue, la vengeance arriva. Le vent hurla comme 1000 loups, les feux s'éteignirent dans les chaumières, et un ombre gigantesque couvrit le village. Dobromir, réveillé par les cris, sortit armé de son épée. Dans la place centrale, il vit une forme terrifiante, Czarnobog en personne, plus grand que les maisons, ses yeux rouges illuminant la neige comme du sang frais. « Tu as osé me défier, mortel !» tonna une voix qui fit trembler la terre. Des ombres vivantes jaillirent du sol, attrapant les villageois un à un, aspirant leurs âmes dans des tourbillons noirs. Dobromir chargea, mais son épée traversa l'ombre sans effet. Czarnobog rit, un rire qui glaça le sang, et toucha le voïvode de sa main griffue. Instantanément, Dobromir sentit son âme arrachée de son corps, tirée vers les abysses où des chaînes éternelles l'attendaient. Le lendemain, à l'aube, le village était silencieux. Tous les habitants gisaient pâles et sans vie, les yeux ouverts sur le vide, comme vidés de leur essence. Seul le corps de Dobromir fut retrouvé carbonisé, avec une marque noire en forme de corne sur la poitrine. Les survivants des villages voisins, apprenant la nouvelle, reprirent en secret les anciens rites, offrant du pain noir et du miel aux ombres pour apaiser le dieu noir. Même aujourd'hui, dans le folklore polonais, on murmure que Czarnobog n'est pas vaincu. Lors des nuits sans lune ou des éclipses, il rôde encore, volant les âmes des imprudents qui oublient le respect dû aux forces anciennes du mal. Les anciens conseillent de tracer une croix ou de porter une amulette pour se protéger, car le dieu noir attend toujours dans l'ombre, patient et inexorable. Nous sommes en 1974, à Varsovie, en pleine période communiste. Les rues sont grises, les immeubles en béton se ressemblent tous, et l'hiver arrive tôt avec son brouillard épais qui avale les lumières des lampadaires. Les enfants entendent cette histoire partout, à l'école, dans la cour de récréation, chuchotée par les grands frères et sœurs. Il existe une voiture noire, une Volga GAZ 21, longue et élégante, avec des vitres fumées si opaques qu'on ne voit rien à l'intérieur. Elle apparaît seulement quand la nuit tombe, quand les rues sont presque vides. Personne ne sait d'où elle vient ni qui la conduit vraiment, mais tout le monde a une version. Certains disent que ce sont des prêtres en civil qui enlèvent les enfants pour les vendre à des familles riches de l'Ouest. D'autres jurent que ce sont des agents secrets qui prélèvent les organes pour des expériences interdites. Les plus terrifiés affirment que le conducteur est le diable lui-même, ou des démons déguisés en nonnes, avec des visages pâles et des yeux vides. Quoi qu'il en soit, quand on voit cette voiture, il ne faut surtout pas monter dedans, et surtout pas répondre si une voix douce appelle depuis la vitre baissée. Ce soir-là, c'était un vendredi de novembre. Le froid mordait les joues et la neige fondue rendait les trottoirs glissants. Marek, un garçon de 12 ans aux cheveux blonds en bataille, rentrait seul de son cours de violon. Il habitait dans le quartier de Praga, de l'autre côté de la Vistule,
et il avait raté le dernier tram parce qu'il avait traîné avec ses amis. Sa mère lui avait pourtant répété 100 fois, « Ne traîne pas, rentre avant la nuit, à cause de la voiture noire. » Mais Marek n'y croyait pas vraiment. Pour lui, c'était une histoire pour faire peur aux petits. Il marchait vite, les mains dans les poches de son manteau trop grand, son étui à violon cognant contre sa jambe. Les rues étaient calmes, seul le bruit de ses pas résonnait sur le pavé. Soudain, il entendit un ronronnement sourd derrière lui, comme un moteur qui tourne au ralenti. Il se retourna. À une trentaine de mètres, immobile sous un lampadaire, se tenait une Volga noire, luisante malgré la saleté de la ville. Les phares étaient éteints, mais la forme massive de la voiture se découpait nettement dans la pénombre. Marek sentit son cœur s'accélérer, mais il se dit que ce n'était rien, juste une voiture garée. Il reprit sa marche, plus vite cette fois. Le moteur redémarra doucement et la Volga avança au même rythme que lui, sans allumer ses phares. Elle le suivait à distance, silencieuse comme un fantôme. Marek accéléra encore. La voiture fit de même. Il tourna dans une ruelle étroite pour la semer, mais quelques secondes plus tard, le ronronnement revint, plus proche. Il commença à courir. Ses chaussures glissaient sur la neige fondue, son souffle formait de gros nuages blancs. Il jeta un regard par-dessus son épaule, la Volga était là, à 20 mètres, avançant lentement mais sûrement. Puis la vitre arrière droite descendit de quelques centimètres. Une voix féminine, douce et calme, en sortit, « Petit garçon, tu vas où comme ça ? Il fait froid, monte, je te ramène chez toi. » Marek hurla. Il courut de toutes ses forces, traversa une cour d'immeubles, sauta par-dessus une palissade basse et se cacha derrière des poubelles. Il resta là, tremblant, écoutant. Le moteur tournait toujours, tout près. Puis il entendit la portière s'ouvrir avec un claquement métallique. Des pas lents sur la neige. Une silhouette grande et mince, vêtue d'un long manteau noir, s'approcha de la palissade. Elle resta là un long moment, immobile, comme si elle sentait sa présence. Soudain, une lumière s'alluma à une fenêtre du 3e étage. Une vieille femme cria, « Qui est là ? J'appelle la milice. » Les pas reculèrent. La portière claqua. Le moteur rugit et la Volga disparut dans la nuit. Marek attendit encore 1 heure, terrifié, avant d'oser rentrer chez lui. Il ne dit rien à ses parents cette nuit-là, de peur qu'ils le croient fou. Mais le lendemain, on apprit qu'une petite fille du quartier voisin avait disparu la veille au soir. On avait retrouvé son cartable abandonné sur le trottoir, à quelques rues de là. Et des voisins jurèrent avoir vu une grande voiture noire tourner lentement dans le coin. Depuis ce jour, Marek ne rentra plus jamais seul après la tombée de la nuit. Et chaque fois qu'il entendait le ronronnement d'un gros moteur dans une rue déserte, son sang se glaçait. La Tsarna Volga n'a jamais été attrapée. Certains disent qu'elle roule encore quelque part, attendant le prochain enfant qui traîne trop tard dehors. C'était au cœur de la vieille Varsovie, au XVIIe siècle, quand la ville était encore entourée de remparts et que les rues pavées de la vieille ville résonnaient des cris des marchands et du bruit des charrettes. Sur la rue Krzyukolo, près du Rynek Starego Miasta, se dressait une vieille kamienica abandonnée, dont les caves profondes et humides étaient murées depuis des décennies. Personne n'osait s'en approcher, car une rumeur terrifiante circulait, un monstre y vivait, un basilisek, mi-coq mi-serpent, né d'un œuf pondu par un vieux coq et couvé par un crapaud venimeux. Ce monstre avait un corps couvert d'écailles vertes luisantes, une crête rouge comme du sang sur la tête, un bec crochu, des ailes de chauve-souris et un long queue serpentine terminé par un dard empoisonné. Mais le pire était ses yeux, jaunes et flamboyants, capables de transformer en pierre quiconque osait les croiser. La légende commença vraiment un jour d'été ensoleillé. 2 enfants curieux, Maciek et sa petite sœur Alska, les fils et filles d'un maître forgeron nommé Melchior, jouaient sur le marché. Attirés par l'aventure, ils suivirent un groupe d'Euruizo jusqu'à la kamienica maudite. Une planche mal fixée couvrait l'entrée de la cave, et les enfants, excités, la déplacèrent pour jeter un œil dans l'obscurité. Soudain, un sifflement horrible retentit depuis les profondeurs. Un souffle fétide remonta, et 2 yeux phosphorescents brillèrent dans le noir.
Les enfants hurlèrent, mais il était trop tard, le regard du basilisek les frappa comme un éclair. Maciek et Halska se figèrent sur place, transformés en statues de pierre, les yeux grands ouverts de terreur. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La vieille servante Agatha, envoyée par la mère affolée, descendit à son tour dans la cave pour chercher les petits. Elle vit les statues immobiles et cria leur nom, mais le monstre, tapi dans l'ombre, tourna la tête. Son regard infernal la toucha, et elle se raidit instantanément, devenant une troisième statue de pierre froide. Le désespoir s'empara de la ville. Des chevaliers courageux tentèrent leur chance, armés d'épées et de lances, mais aucun ne revint, tous finirent pétrifiés à l'entrée de la cave. Le basilisek gardait jalousement un trésor enfoui là depuis des siècles, des ducats d'or et des joyaux volés à des marchands disparus. La nuit, il sortait parfois, causant des incendies et tuant les animaux errants d'un simple regard. Un jour arriva à Varsovie un jeune tailleur itinérant nommé Janek, un garçon mince et modeste, avec un grand cœur mais peu de force physique. Il entendit l'histoire au marché et, au lieu de fuir comme les autres, il décida d'aider. Les habitants rirent de lui, comment un simple artisan pourrait-il réussir là où les guerriers avaient échoué? Mais Janek avait une idée astucieuse. Il se rendit chez un miroitier et acheta le plus grand miroir qu'il put porter. Puis il cousit sur son manteau et son chapeau des dizaines de petits miroirs brillants, pour que son corps entier reflète la lumière. Au crépuscule, sous les yeux de toute la ville rassemblée, Janek descendit les marches glissantes de la cave. L'air était lourd, chargé d'une odeur de moisissure et de soufre. Il avançait lentement, tenant le grand miroir devant lui comme un bouclier. Au fond de la crypte, le basilisek dormait, enroulé sur son trésor scintillant. Janek frappa du pied une vieille cruche en métal qui traînait là, produisant un bruit retentissant qui réveilla la bête. Le monstre bondit, déploya ses ailes membraneuses et fixa ses yeux mortels sur l'intrus. Mais au lieu de pétrifier Janek, son regard rencontra son propre reflet dans le miroir. Horrifié par sa propre laideur, le basilisek poussa un cri strident qui fit trembler les murs. Ses yeux flamboyants se retournèrent contre lui, et en un instant, il se transforma en statue de pierre, figé pour l'éternité dans une pose de rage. Janek, tremblant mais victorieux, remonta à la surface avec le trésor. La joie explosa dans Varsovie, les statues des victimes reprirent vie sous les rayons du soleil filtrant par une petite fenêtre, comme si la malédiction était brisée. Les enfants coururent dans les bras de leurs parents, et la servante Agatha pleura de bonheur. Janek refusa les récompenses somptueuses, partagea l'or avec les pauvres et partit continuer son voyage, laissant derrière lui une ville libérée. Depuis ce jour, on raconte que des fragments de la statue du basilisek sont encore cachés dans les caves de Krzyukolo, et qu'une représentation du monstre veille sur un restaurant de la vieille ville, rappelant aux passants que l'intelligence triomphe toujours de la force brute. Dans un petit village niché au pied des montagnes des Beskides, au sud de la Pologne, vivait autrefois une jeune femme nommée Katarzyna. Elle était belle, avec des cheveux noirs comme la nuit et des yeux d'un rouge profond qui brillaient étrangement à la lumière des torchets. Née avec 2 rangées de dents et un cœur double, selon les murmures des vieilles sages-femmes, elle portait dès sa naissance la marque de la malédiction. Dans le folklore polonais, une personne née avec ces signes était destinée à devenir une strzyga après sa mort, un démon vampire revenant hanter les vivants pour se nourrir de leur sang et de leur force vitale. Katarzyna grandit isolée, car les villageois la craignaient déjà. Elle se maria jeune à un fermier robuste nommé Piotr, espérant une vie normale. Ils eurent 2 enfants, mais la malédiction la rattrapa. À 25 ans, lors d'un accouchement difficile, Katarzyna mourut en couche avec son 3e enfant. Le prêtre du village, alerté par les signes, insista pour un enterrement spécial, on lui coupa les tendons des pieds pour l'empêcher de marcher, on plaça une pierre sous sa langue pour qu'elle ne puisse pas mordre, et on enterra son corps face contre terre, loin du cimetière consacré. Mais rien n'y fit. 3 nuits après l'enterrement, les villageois entendirent des hurlements dans la forêt voisine. Des animaux furent retrouvés vidés de leur sang, la gorge lacérée. Puis ce fut le tour des humains. Le vieux berger Jean fut le premier, on le découvrit au petit matin, pâle comme un linge, les yeux vitreux, avec 2 marques de morsure au cou.
Il murmura avant de mourir, c'était elle. Katarzyna, ses yeux rouges dans le noir, elle m'a bu l'âme. Bientôt, d'autres suivirent. La Strzyga sortait de sa tombe chaque nuit, transformée en une créature hideuse, une femme aux cheveux ébouriffés, au visage déformé par la faim éternelle, aux ongles longs comme des griffes et aux yeux flamboyants. Elle pouvait prendre l'apparence d'un hibou pour voler silencieusement au-dessus des toits, repérant ses proies. Elle attaquait surtout sa propre famille. Piotr se réveilla une nuit avec elle penchée sur lui, aspirant son sang chaud. Il survécut, mais devint faible et fiévreux, hanté par des cauchemars où il voyait sa femme morte le supplier de la rejoindre. Les enfants du couple disparurent l'un après l'autre. On retrouva leurs petits corps exsangues dans les bois, comme s'ils avaient été attirés dehors par une voix familière. Le village entier vivait dans la terreur. Les portes étaient barricadées, des croix et de l'ail étaient pendus partout, mais la Strzyga passait à travers les murs comme un fantôme ou forçait les fenêtres avec une force surnaturelle. Un soir, un chasseur itinérant nommé Wojciech, connu pour avoir vaincu des Upiory dans d'autres régions, arriva au village. Il écouta les récits et comprit qu'il s'agissait d'une Strzyga puissante, revenue à cause d'un rituel funéraire incomplet. Armé d'un pieu en tremble, d'une hache bénite et d'une torche, il organisa une expédition avec les hommes les plus courageux. Sous une lune pleine qui illuminait le cimetière profane, ils déterrèrent le cercueil. À l'intérieur, le corps de Katarzyna était intact, les joues roses comme si elle dormait, la bouche tachée de sang frais. Quand ils ouvrirent le couvercle, elle bondit avec un cri inhumain, les yeux rougeoyants, prête à attaquer. Wojciech planta le pieu dans son cœur double, puis trancha la tête avec la hache. Ils brûlèrent le corps sur un bûcher, dispersant les cendres au vent et enterrant la tête séparément, loin du reste. Avec le temps, les attaques cessèrent. Le village retrouva la paix, mais les anciens racontent encore l'histoire autour du feu pour avertir, méfiez-vous des naissances marquées par les signes funestes, et assurez-vous que les rites contre les Strzygi soient accomplis à la perfection. Car si une revient, elle ne s'arrête que lorsqu'on détruit complètement son enveloppe maudite. En plein cœur de l'été 1928, dans un village de Mazovie entouré de vastes champs de blé et de seigle qui ondulaient comme une mer dorée sous le soleil implacable, les paysans travaillaient dur pour la moisson. Le soleil de midi cognait sans pitié, transformant l'air en fournaise, et les anciens répétaient inlassablement la mise en garde, ne travaillez pas entre midi et 2 heures, reposez-vous à l'ombre, sinon elle viendra vous chercher. Elle, c'était la Poludnica, la dame de midi, un esprit vengeur des champs qui punissait ceux qui osaient braver la chaleur du zénith. La Poludnica apparaissait toujours à l'heure exacte où le soleil était au plus haut, sous la forme d'une femme grande et pâle, vêtue d'une robe blanche flottante tachée de poussière et de sang séché. Ses cheveux longs et blonds volaient au vent comme des épis mûrs, ses yeux étaient vides et brûlants comme des braises, et elle portait une faux rouillée ou un fouet tressé de tiges de seigle. On disait qu'elle était l'âme d'une jeune fille morte de coups de chaleur lors de ses fiançailles, ou une ancienne déesse païenne furieuse contre les paresseux et les imprudents. Cette année-là, un jeune métayer ambitieux nommé Stanislaw, fraîchement arrivé du village voisin, se moqua ouvertement de ses superstitions. Des histoires de bonnes femmes pour effrayer les enfants, disait-il en riant. Il voulait prouver sa valeur aux propriétaires terriens en moissonnant plus que quiconque. Le jour le plus chaud de juillet, alors que tous les autres paysans s'étaient réfugiés sous les arbres ou dans les granges pour la sieste traditionnelle, Stanislaw resta seul dans le champ immense, sa faux à la main, suant à grosses gouttes sous son chapeau de paille. Le soleil montait, l'air tremblait de chaleur, et les cigales chantaient leur chant assourdissant. Vers midi précis, un vent léger se leva soudain, faisant frémir les épis. Stanislaw releva la tête et la vit. Au milieu du champ, à une centaine de mètres, se tenait une silhouette féminine immobile, comme surgie de la brume de chaleur. Elle était belle et terrifiante à la fois, sa peau blanche luisant comme du marbre, sa robe claquant doucement. Elle commença à avancer vers lui, lentement, sans toucher le sol, sa faute traînant derrière elle en laissant une trace noire dans les blés. Stanislaw sentit une vague de vertige l'envahir, sa tête tournait, son cœur battait follement. Il voulut fuir, mais ses jambes étaient lourdes comme du plomb. La Poludnica approcha, et il entendit sa voix, douce et glaciale à la fois,
Pourquoi travailles-tu quand le soleil brûle tout? Pourquoi méprises-tu le repos que la terre exige? Elle posa des questions insensées, tournoyant autour de lui comme un tourbillon de poussière chaude. Stanislaw essaya de répondre, mais sa langue se noua, sa vision se troubla. La chaleur devint insupportable, comme si le soleil lui-même descendait pour l'écraser. Il tomba à genoux, haletant, la tête en feu. La Poludnica leva sa faux, et d'un geste vif, elle la fit siffler près de son cou, tranchant net sa tête sans une goutte de sang. Le corps de Stanislaw s'effondra parmi les épis, et quand les autres paysans revinrent au champ 2 heures plus tard, ils le trouvèrent là, les yeux grands ouverts fixant le ciel, le visage tordu par une souffrance indicible, comme victime d'un coup de soleil mortel. À côté de lui, les blés étaient aplatis en un cercle parfait, et certains jurèrent avoir vu des traces de pas féminins qui s'arrêtaient brusquement au milieu de rien. Après, plus personne dans le village n'osa travailler à midi en été. Les anciens racontent encore l'histoire de Stanislaw pour rappeler que la Poludnica veille toujours, punissant les orgueilleux et protégeant l'équilibre ancien entre l'homme et la nature impitoyable. Au bord d'un lac paisible entouré de roseaux et de saules pleureurs, dans un village de Poméranie au début du XXe siècle, vivait une jeune fille nommée Zofia. Elle était d'une beauté envoûtante, avec de longs cheveux blonds qui cascadaient jusqu'à sa taille, une peau pâle comme la lune et des yeux verts comme l'eau profonde du lac. Fiancée à un pêcheur du village, Janek, elle passait ses journées à chanter près de l'eau, sa voix mélodieuse portant sur les vagues calmes. Mais le destin fut cruel. La veille de ses noces, lors d'une promenade au clair de lune, Zofia fut trahie par son promis. Jaloux et ivre, Janek la poussa dans le lac lors d'une dispute violente, la noyant dans les eaux froides. Son corps ne fut jamais retrouvé, emporté par le courant vers les profondeurs. Les villageois murmurèrent que c'était un suicide de désespoir, mais les anciens savaient mieux, une jeune femme morte de manière violente près de l'eau devenait une Rusalka, un esprit vengeur condamné à hanter les rives pour l'éternité. Les premiers signes apparurent au printemps suivant. Les pêcheurs entendaient des rires cristallins la nuit, venant du milieu du lac. Des jeunes hommes disparaissaient après s'être baignés tard le soir. Un soir d'été étouffant, un garçon du village, Tomek, un beau moulinier aux épaules larges, se promenait seul au bord de l'eau pour se rafraîchir. La lune illuminait la surface comme un miroir d'argent, et soudain, il la vit. Assise sur un rocher au milieu des roseaux, une femme nue aux cheveux mouillés qui couvrait son corps comme un voile. Elle peignait ses longues mèches avec un peigne en os, chantant une mélodie triste et hypnotique. Tomek, fasciné, s'approcha en barque. Plus il avançait, plus elle semblait belle, ses yeux verts brillants d'une lueur surnaturelle, sa peau luisante d'eau. « Viens plus près, beau jeune homme », murmura-t-elle d'une voix douce comme une caresse. « L'eau est si fraîche, si accueillante. Danse avec moi sous les étoiles. » Tomek, ensorcelé, sauta dans l'eau sans réfléchir. Elle l'enlaça, ses bras froids comme la glace, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser qui aspirait son souffle. Ils tournoyèrent dans les profondeurs, riant et dansant dans une valse macabre. Mais bientôt, Tomek sentit ses forces le quitter. Les cheveux de la Rusalka s'enroulèrent autour de son cou comme des algues vivantes, l'attirant plus bas, vers le fond brû où reposaient les os des précédentes victimes. Le lendemain, on retrouva le corps de Tomek échoué sur la rive, les yeux grands ouverts, le visage figé dans un sourire extatique, mais les poumons remplis d'eau et des marques de griffes sur la peau. Les anciens reconnurent les signes, c'était Zofia, revenue sous forme de Rusalka, attirant les hommes pour les noyer en vengeance de sa propre mort. Bientôt, les disparitions se multiplièrent. Les Rusalki car d'autres âmes noyées rejoignirent Zofia sortaient la nuit pendant la semaine verte, juste avant la Pentecôte, grimpant aux arbres pour balancer leurs jambes pâles et appeler les passants. Elles chatouillaient leurs victimes jusqu'à la mort par le rire, ou les entraînaient dans des danses folles jusqu'à l'épuisement. Un prêtre courageux finit par organiser un rituel, il bénit le lac entier, jetant des croix et des herbes sacrées dans l'eau tout en psalmodiant des prières. On dit que les cris des Rusalki résonnèrent cette nuit-là, des pleurs déchirants qui firent trembler les villageois dans leurs lits. Depuis, le lac resta calme, mais les pêcheurs évitent encore de s'y baigner seuls la nuit, et lors des pleines lunes, certains jurent entendre une chanson mélancolique portée par le vent,
rappelant que les Rusalki attendent toujours leur prochaine danse fatale. Au fin fond des forêts denses et impénétrables de la Mazovie orientale, là où les arbres centenaires murmurent des secrets anciens et où la lumière du soleil peine à percer le feuillage, se dressait une étrange demeure, une petite isba en bois sombre, perchée sur deux énormes pattes de poule jaune et griffues. Cette hutte tournait sur elle-même quand un intrus approchait, et une palissade faite d'os humains entourait le terrain, avec des crânes aux yeux brillants qui servaient de lanterne la nuit. C'était la maison de Baba Yaga, la terrible sorcière des contes slaves, connue en Pologne sous le nom de Baba Jaga. Baba Yaga était une vieille femme au visage ridé comme l'écorce d'un chêne, au nez crochu qui touchait presque son menton pointu, et aux dents de fer acérées. Elle volait à travers les bois dans un grand mortier, le poussant avec un pilon géant qu'elle utilisait comme rame, et effaçait ses traces avec un balai fait de branches de bouleau. On disait qu'elle mangeait les enfants désobéissants, les faisant rôtir dans son four immense après les avoir engraissés. Un jour, dans un village proche de ces bois maudits, vivait une petite orpheline nommée Kasia. Sa marâtre, une femme cruelle et jalouse de sa beauté, décida de s'en débarrasser. Elle envoya Kasia dans la forêt profonde avec une corbeille vide, en lui ordonnant « Va chez ma sœur Baba Yaga et demande-lui une aiguille et du fil pour coudre une chemise. » Kasia, terrifiée mais obéissante, partit au petit matin, les larmes aux yeux. En chemin, elle rencontra une vieille femme bienveillante qui l'avertit « Si tu vas chez Baba Yaga, écoute mes conseils pour survivre. Donne un os à ses chiens affamés, un ruban à sa servante pour qu'elle t'aide, et un peigne à son chat pour qu'il te protège. » Kasia suivit ses instructions à la lettre. Quand elle arriva devant la hutte, elle prononça les mots magiques « Isba, Isba, tourne-toi vers moi le dos, et vers la forêt le devant. » La maison grinça sur ses pattes de poule et se tourna. Baba Yaga surgit, volant dans son mortier, et atterrit avec un bruit sourd. « Que fais-tu ici, petite chair fraîche ?» grogna-t-elle de sa voix rauque. Kasia, tremblante, expliqua sa mission. La sorcière rit d'un rire qui fit trembler les arbres. « Très bien, tu travailleras pour moi d'abord. Si tu réussis les tâches, tu auras ton aiguille et ton fil. Sinon, je te mangerai. » Elle ordonna à Kasia de trier un immense tas de grains mélangés à de la poussière, de laver les draps dans la rivière gelée, et de préparer un festin. Mais grâce au cadeau, les chiens la laissèrent passer, la servante tria les grains avec des fourmis magiques, et le chat lava les draps en un clin d'œil. Pendant la nuit, le chat murmura à Kasia, « Prends le peigne et la serviette sur la table, et fuis quand elle dormira. » Au lever du jour, Baba Yaga, furieuse de voir les tâches accomplies, hurla, « Comment as-tu fait ?» Kasia répondit innocemment, « Grâce à ta bénédiction, grand-mère. » La sorcière, vaincue par la politesse, lui donna l'aiguille et le fil enchanté. Kasia s'enfuit à toutes jambes, poursuivie par la hutte qui courait sur ses pattes, les arbres qui tentaient de la bloquer, et le mortier volant de Baba Yaga. Elle jeta la serviette derrière elle, qui se transforma en une large rivière infranchissable. Puis le peigne, qui devint une forêt épaisse et impénétrable. Baba Yaga dut rebrousser chemin, maudissant la petite rusée. Kasia rentra au village, où l'aiguille et le fil cousirent seuls des vêtements magnifiques qui révélèrent la cruauté de la marâtre. La méchante femme fut chassée, et Kasia vécut heureuse. Mais dans les forêts polonaises, on dit que Baba Yaga vole encore la nuit, cherchant des enfants perdus à capturer, rappelant aux petits d'obéir et de ne jamais s'aventurer seuls dans les bois profonds. Dans les vastes forêts de Bialowieza, cette ancienne et sauvage étendue de chênes millénaires et de marais cachés qui s'étire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, vivait le maître incontesté des lieux, le Lési, appelé aussi Léni ou Borowi dans les contes polonais. C'était un esprit géant, plus grand qu'un ours, avec une peau couverte d'écorce et de mousse, des cheveux et une barbe faits de lianes et de feuilles entremêlées, des cornes tordues comme des branches de cerf sur la tête, et des yeux verts brillants comme des lucioles dans l'obscurité. Il pouvait changer de taille à volonté, immense comme un pin centenaire ou minuscule comme un champignon. Ses chaussures étaient toujours mises à l'envers pour tromper les pisteurs, et son rire résonnait comme le craquement des arbres dans la tempête. Le Lési protégeait farouchement son royaume. Il commandait aux loups, aux ours et aux oiseaux,
faisait pousser les baies ou les champignons pour les bons chasseurs, mais punissait cruellement ceux qui manquaient de respect à la forêt, bûcherons avides, braconniers, ou simples promeneurs qui cueillaient trop ou laissaient des déchets. Un automne brumeux, un jeune chasseur nommé Bartek, connu pour son arrogance et sa cupidité, entra dans la forêt profonde à la recherche d'un cerf au bois d'or dont la rumeur parlait dans les villages. Il avait déjà abattu plus d'animaux qu'il n'en fallait pour vivre, et il se moquait des avertissements des anciens, ne crie pas dans la forêt, ne siffle pas, et si tu te perds, assieds-toi et retourne ta veste à l'envers pour tromper le lési. Bartek marcha des heures, suivant des traces qui semblaient prometteuses. Mais bientôt, le soleil disparut derrière les cimes, et il se rendit compte qu'il tournait en rond. Les sentiers qu'il connaissait avaient disparu, les arbres se ressemblaient tous, et un brouillard épais monta du sol. Il entendit soudain un rire grave et moqueur, comme si la forêt entière se gaussait de lui. Les oiseaux s'envolèrent en masse, les loups hurlèrent au loin, et les branches craquèrent sans vent. Paniqué, Bartek courut, mais plus il courait, plus il s'enfonçait. Il vit des ombres gigantesques entre les troncs, une silhouette cornue, aux yeux luisants, qui le suivait sans bruit. Le lési jouait avec lui, faisant apparaître des clairières illusoires, des ruisseaux qui changeaient de direction, ou des voix familières appelant au secours. Bartek tira des coups de feu en l'air, mais les balles semblaient se perdre dans les feuilles. Épuisé, il s'effondra au pied d'un vieux chêne. C'est là que le lési apparut pleinement, une forme immense, couverte de verdure, avec un sourire sauvage. « Pourquoi profanes-tu mon domaine, mortel ?» gronda-t-il d'une voix qui fit trembler les racines. Bartek, terrifié, supplia pour sa vie, promettant de ne plus jamais chasser sans respect. Le lési, amusé par sa peur, décida d'une punition plus subtile. Il toucha Bartek de sa main noueuse, et le chasseur se transforma en loup hurlant. Condamné à errer dans la forêt sous cette forme pendant 7 ans, il dut protéger les animaux qu'il avait autrefois traqués, attaquant les braconniers et guidant les égarés vers la sortie. Au bout de cette année, Bartek reprit forme humaine, amaigri et muet de terreur. Il rentra au village, ne chassa plus jamais, et devint garde forestier, enseignant aux enfants le respect dû à la forêt. Mais certains soirs, quand la brume monte à Bialowieza, on entend encore le rire du lési, rappelant que la forêt a un maître jaloux qui ne tolère pas les intrus insolents. Au bord d'un étang profond et sombre dans un village de Podlachie, entouré de roseaux hauts et de saules tordus dont les branches plongeaient dans l'eau comme des doigts crochus, vivait dans les abysses un être ancien et maléfique, le Wodnik. Ce démon aquatique avait l'apparence d'un vieil homme trapu, avec une peau verte et visqueuse couverte d'algues et de vases, des yeux globuleux comme ceux d'un poisson, une longue barbe emmêlée de plantes aquatiques, et des mains palmées terminées par des griffes acérées. Parfois, il prenait la forme d'un poisson géant ou d'un tronc flottant pour tromper les imprudents. Il régnait sur les étangs, les rivières et les moulins à eau, collectionnant les âmes des noyés dans des pots en terre qu'il gardait au fond de son palais boueux. Le Wodnik était capricieux et jaloux. Il exigeait des offrandes des meuniers et des pêcheurs, du pain, du sel, ou même un animal vivant jeté dans l'eau. En échange, il laissait les eaux calmes et les poissons abondants. Mais malheur à celui qui oubliait ou se moquait de lui. Un été particulièrement sec, un jeune meunier ambitieux nommé Franek prit la relève du vieux moulin sur l'étang. Le précédent meunier, son oncle, l'avait averti avant de mourir, chaque pleine lune, verse une bouteille de vodka dans l'eau et dit une prière au Wodnik, sinon il se mettra en colère. Franek, athée et moqueur, rit de ses superstitions. Des contes pour les vieux. L'eau tourne la roue, point final. Les premiers mois se passèrent bien. Les récoltes étaient bonnes, le moulin tournait sans relâche. Mais une nuit de pleine lune, alors que Franek travaillait tard, il entendit un ploc sourd dans l'étang. L'eau bouillonna soudain, et une voix grave, gargouillante, monta des profondeurs. « Où est mon dû, meunier ?» Franek haussa les épaules et continua son travail. Le lendemain, les poissons disparurent. Les filets des pêcheurs revenaient vides, et l'étang semblait mort. Puis les ennuis commencèrent, la roue du moulin se bloqua sans raison, les digues fissurèrent, et des inondations mineures noyèrent les champs voisins. Les villageois murmurèrent que le Wodnik était furieux. Une nuit d'orage, Franek, seul au moulin,
vit une ombre immense sous la surface. L'eau monta d'un coup, envahissant le bâtiment. Il courut vers la porte, mais une main palmée jaillit et l'attrapa par la cheville, le traînant vers l'étang. Franek hurla, se débattit, mais le Wodnik surgit, riant d'un rire bulleux. « Tu as oublié mon tribut, maintenant tu seras mon serviteur éternel. » Il traîna Franek au fond, où des dizaines de peaux alignées contenaient des âmes pâles et suppliantes. Le corps du meunier fut retrouvé le lendemain, échoué sur la berge, les yeux exorbités, la peau verte et gonflée, comme s'il avait vécu sous l'eau depuis des années. Après cela, un nouveau meunier prit la place, et jamais plus on n'oublia les offrandes. Les anciens disent que le Wodnik veille encore, chevauchant des poissons géants ou se cachant sous les nénuphars, attendant le prochain imprudent qui troublera la paix des eaux stagnantes. Dans un village tranquille des Tatras polonaises, au XIXe siècle, vivait un jeune et beau berger nommé Michal. Grand, aux yeux bleus perçants et aux cheveux châtains bouclés, il était convoité par toutes les filles du coin, mais son cœur restait libre, préférant la solitude des pâturages où il gardait ses moutons sous les étoiles scintillantes. La Latawika était un démon féminin du folklore slave, souvent l'esprit d'une femme morte avant son mariage ou en couche, transformée en une créature volante et séductrice. Elle apparaissait comme une beauté éthérée, nue ou vêtue d'une robe transparente flottante, avec de longues ailes invisibles qui lui permettaient de voler la nuit comme un oiseau de proie. Ses yeux brillaient d'une lueur hypnotique, et sa voix était un murmure envoûtant qui promettait des plaisirs infinis. Mais son baiser aspirait l'âme des hommes, les laissant pâles, faibles et condamnés à dépérir jusqu'à la mort. Une nuit d'été chaude et orageuse, alors que Michal dormait dans sa cabane de montagne, un vent léger fit claquer la porte. Il se réveilla et la vit sur le seuil, une femme d'une beauté surnaturelle, aux cheveux noirs cascadant comme une rivière nocturne, à la peau pâle luisante sous la lune, et aux lèvres rouges comme des cerises mûres. Elle flottait légèrement au-dessus du sol, ses formes parfaites à peine voilées par une brume légère. « Viens avec moi, beau berger », chuchota-t-elle d'une voix douce comme du miel. « Je t'offrirai des extases que aucune mortelle ne peut égaler. » Michal, ensorcelé par sa beauté, se leva et la suivit dans la prairie. Ils s'enlacèrent sous les étoiles, et elle l'embrassa passionnément, ses ailes invisibles les enveloppant comme un cocon. Chaque nuit suivante, elle revint, volant jusqu'à sa cabane, l'attirant dans des étreintes folles qui le laissaient épuisé mais insatiable. Il devint pâle, les yeux cernés, perdant l'appétit et la force, mais il ne pouvait résister à son appel. Les villageois remarquèrent son déclin. Une vieille baba, connaissant les anciens contes, murmura « C'est une Latawika qui lui vole son âme ». Elle conseilla à la mère de Michal de préparer un piège, tracer un cercle de sel autour du lit, placer une croix et des herbes bénites, et attendre. La nuit suivante, la Latawika apparut de nouveau, flottant dans l'air, appelant Michal de sa voix enchanteresse. Mais quand elle tenta d'entrer, le cercle de sel la repoussa comme une barrière invisible. Elle hurla de rage, révélant son vrai visage, yeux injectés de sang, griffes acérées, et un corps qui se tordait comme de la fumée noire. Michal, réveillé en sursaut, vit l'horreur et brandit la croix. La démone poussa un cri perçant qui fit trembler les montagnes, puis s'envola dans un tourbillon de vent froid, disparaissant dans les ténèbres. Michal survécut, mais il resta faible toute sa vie, hanté par des rêves de cette beauté fatale. Il ne se maria jamais, avertissant les jeunes hommes, « Méfiez-vous des beautés qui viennent la nuit du ciel », car la Latawika vole encore, cherchant des âmes à consumer dans ses étreintes mortelles. Dans une petite chaumière isolée aux abords de la forêt de Campino, au début du XXe siècle, vivait un forgeron robuste nommé Tadeusz avec sa femme et leurs 3 jeunes enfants. Tadeusz travaillait dur toute la journée, martelant le fer rouge jusqu'au soir, et rentrait épuisé pour s'effondrer dans son lit de paille. Mais depuis quelques semaines, ces nuits étaient devenues un supplice. Chaque soir, après minuit, il se réveillait paralysé, incapable de bouger un muscle, avec une sensation écrasante sur la poitrine, comme si un poids immense l'empêchait de respirer. La Zmora était un esprit maléfique du folklore polonais, souvent l'âme d'une femme morte sans baptême ou maudite, qui prenait la forme d'une jeune fille pâle aux longs cheveux noirs, vêtue d'une chemise blanche flottante.
Elle entrait dans les maisons par le trou de la serrure ou sous la porte, invisible et silencieuse, et s'asseyait sur la poitrine des dormeurs, surtout des hommes forts, pour les étouffer et provoquer des cauchemars terrifiants. Parfois, elle chevauchait les chevaux la nuit jusqu'à l'épuisement, les laissant couverts d'écume au matin. Une nuit particulièrement sombre, sans lune, Thaddeus s'endormit profondément après une longue journée. Vers les 3 heures du matin, il sentit soudain une présence dans la chambre. Ses yeux s'ouvrirent, mais son corps refusait d'obéir. Une silhouette féminine se matérialisa au pied du lit, une femme aux traits fins mais aux yeux vides et noirs, les cheveux cascadant comme une ombre vivante. Elle grimpa lentement sur le lit, ses mains froides comme la glace touchant ses jambes, puis son ventre, et enfin elle s'assit lourdement sur sa poitrine. Thaddeus voulut crier, appeler sa femme qui dormait à côté, mais aucun son ne sortit de sa gorge. L'Azmora le fixa droit dans les yeux, un sourire cruel aux lèvres, et commença à presser plus fort. Des visions horribles envahirent son esprit, il se voyait enterré vivant, poursuivi par des loups dans la forêt, ou tombant dans un puits sans fond. Son cœur battait follement, l'air manquait, et il sentait sa vie s'échapper peu à peu. Sa femme, alertée par ses gémissements étouffés, se réveilla et alluma la lampe à huile. À la lumière, l'Azmora hurla comme une bête et disparut en un tourbillon de fumée froide. Thaddeus reprit son souffle, couvert de sueur, le corps endolori comme après un combat. Le lendemain, il raconta tout à une vieille guérisseuse du village. Elle hocha la tête gravement, « C'est une Zmora. Elle reviendra tant que tu seras vulnérable. » Pour s'en protéger, ils suivirent les anciens conseils. Thaddeus plaça un couteau béni sous son oreiller, traça une croix de cendre sur la porte, et accrocha une pierre percée au-dessus du lit. La guérisseuse murmura aussi une prière pour boucher le trou de la serrure avec de la cire d'abeille bénite. Les nuits suivantes furent agitées, avec des grattements à la porte et des soupirs dans le vent, mais l'Azmora ne put plus entrer. Thaddeus survécut, mais il porta toute sa vie les marques de ses visites, une fatigue chronique et des cauchemars récurrents. Il avertissait toujours les jeunes, ne dormez pas sur le dos, placez une Bible ou un objet sacré près de vous, car l'Azmora rôde encore dans les vieilles maisons, cherchant les âmes fortes à tourmenter dans l'obscurité de la nuit. Dans les années 1950, la rivière Obra, qui serpente paisiblement à travers les forêts denses et les marais de la région de Lubuski en Pologne occidentale, était un endroit apprécié des pêcheurs et des bateliers. L'eau y était claire par endroits, bordée de roseaux et de saules centenaires, mais certains tronçons étaient sombres et profonds, avec des tourbillons inexplicables qui faisaient frémir les locaux. Une légende circulait depuis des décennies, un monstre gigantesque, un serpent aquatique long de plus de 20 mètres, avec une peau écailleuse verte et noire, une tête plate comme celle d'un crocodile et des yeux jaunes luisants, vivait dans les abysses de l'Obra. On l'appelait le Potworth d'Obri, et il était dit qu'il attaquait les bateaux, traînait les animaux sous l'eau et parfois même les humains imprudents. Un après-midi d'été ensoleillé de 1957, un groupe de pêcheurs du village voisin de Squirzyna décida de descendre la rivière en barque pour une partie de pêche. Il y avait la Januse, un robuste fermier, son frère cadet Kazimierz, et 2 amis, tous armés de cannes et de filets, riant des vieilles histoires de monstres. « C'est juste un gros silure ou un tronc d'arbre pourri », se moquait Januse en ramant. La rivière était calme, les oiseaux chantaient, et ils jetèrent l'ancre dans un méandre profond entouré de forêts impénétrables. Soudain, l'eau se mit à bouillonner autour de la barque. Une ombre immense passa dessous, faisant tanguer l'embarcation violemment. Les hommes se levèrent, alarmés, et virent alors la tête monstrueuse émerger, un serpent colossal, le corps aussi épais qu'un tonneau, couvert d'écailles luisantes et de vases, avec une gueule béante remplie de dents acérées. Le monstre fixa les pêcheurs de ses yeux froids et jaunes, puis frappa la barque d'un coup de queue puissant qui la renversa. Les 4 hommes se retrouvèrent à l'eau, hurlant et nageant désespérément vers la rive. Kazimierz, le plus jeune, fut attrapé par une boucle du corps serpentin qui s'enroula autour de sa jambe et le traîna vers le fond. Janus tenta de le sauver, plongeant avec un couteau, mais il ne vit que des bulles et un tourbillon rougeâtre. Les 2 autres amis atteignirent la berge, trempés et terrifiés, et coururent alerter le village. Le lendemain, une expédition armée fut organisée, des dizaines d'hommes avec des fusils, des harpons et des filets descendirent la rivière.
Ils retrouvèrent des débris de la barque flottant, tachés de sang, et le corps mutilé de Casimirs échoué plus bas, comme rejeté par la créature. Janus, hanté par la perte de son frère, jura de tuer le monstre. Pendant des semaines, ils patrouillèrent, jetant des appâts empoisonnés et des dynamites dans les trous profonds, mais rien ne vint. Seuls des remous suspects et des disparitions d'animaux vaches venus boire, chiens errants continuèrent. La légende du Potworth Eddobri grandit, et la rivière devint évitée. Même aujourd'hui, les pêcheurs locaux racontent que par les nuits brumeuses, on voit une ombre sinueuse glisser sous la surface, et que des bateaux disparaissent sans trace. Certains disent que c'est un relique préhistorique survivant dans les marais, d'autres un esprit vengeur des eaux polluées. Quoi qu'il en soit, personne ne s'aventure seul sur l'eau bras profonde, de peur que le monstre ne remonte pour réclamer sa prochaine proie. Dans les années 1980, en pleine période de loi martiale en Pologne, quand les rues des grandes villes comme Łódź ou Wrocław étaient patrouillées par la milice et que la peur régnait partout, une nouvelle rumeur terrifiante se répandit parmi les étudiants et les noctambules. Une ambulance entièrement noire, sans aucune marque ni plaque d'immatriculation visible, sillonnait les quartiers animés la nuit. Elle n'avait pas de sirène, pas de gyrophare, juste une silhouette massive et sombre qui se fondait dans l'obscurité. On l'appelait la Czarna Karetka, une variante moderne de la vieille Czarna Wolga, mais encore plus sinistre. Elle ne kidnappait pas pour vendre ou sacrifier, mais pour prélever les organes des victimes encore vivantes. Un soir d'hiver glacial, à Katowice, une jeune étudiante en médecine nommée Ewa sortait d'une fête clandestine dans un appartement du centre-ville. Il était tard, vers 2 heures du matin, et les rues étaient désertes à cause du couvre-feu officieux. Ewa, un peu ivre, marchait seule vers son dortoir, emmitouflée dans son manteau, quand elle entendit un bruit de moteur lent derrière elle. Elle se retourna et vit l'ambulance noire, immobile au coin de la rue, ses vitres opaques reflétant les rares lampadaires. Elle pressa le pas, le cœur battant, se rappelant les histoires chuchotées. L'ambulance s'approchait des gens seuls, des hommes en uniforme ouvraient les portes arrière et injectaient une drogue pour endormir la victime. Puis ils l'emmenaient dans un hôpital secret ou une clinique clandestine pour voler reins, foie, cœur, et la laisser mourir dans une ruelle, cousue grossièrement. Ewa tourna dans une petite allée pour la semer, mais l'ambulance la suivit doucement, sans allumer ses phares. Soudain, elle accéléra et bloqua le passage. 2 hommes en blouse blanche, le visage masqué, descendirent et s'approchèrent rapidement. « Mademoiselle, vous vous sentez mal ? Montez, on va vous aider, dirent-ils d'une voix calme mais autoritaire. Ewa hurla et courut, trébuchant sur la neige verglacée. Elle parvint à atteindre une grande artère où un groupe de passants tardifs l'entendit. Les hommes remontèrent dans l'ambulance qui disparut en silence. Le lendemain, Ewa raconta son histoire à la milice, mais ils haussèrent les épaules, des hallucinations d'alcool. Pourtant, quelques jours plus tard, on retrouva le corps d'un jeune ouvrier dans un terrain vague, le ventre ouvert et vide, comme vidé de ses organes vitaux, avec des traces de piqûres au bras. La rumeur explosa, la Czarna Karetka appartenait à un réseau de trafiquants d'organes, peut-être lié à des médecins corrompus ou même à des services secrets. Les victimes étaient choisies jeunes et en bonne santé, droguées dans les bars ou enlevées dans la rue. Pendant des années, les Polonais évitèrent de marcher seuls la nuit, et les ambulances noires devinrent un symbole de terreur moderne. Même si la loi martiale prit fin, la légende persista dans les années 90, et certains jurent que des ambulances suspectes rôdent encore dans les villes, attendant la prochaine proie isolée. Dans les années 2000 et 2010, quand les réseaux sociaux commençaient à se répandre en Pologne, une nouvelle légende urbaine terrifiante succéda à la vieille Czarna Wolga, le Bialibus, un van blanc anonyme, souvent un Fiat Ducato ou un Volkswagen transporté sans plaque visible ni fenêtres arrière, qui rôdait près des écoles, des parcs et des centres commerciaux pour kidnapper des enfants. On disait que les ravisseurs étaient des criminels organisés, parfois des Roms ou des étrangers, qui enlevaient les petits pour les vendre à des pédophiles, les forcer à mendier, ou pire, prélever leurs organes pour le marché noir. Un après-midi de printemps 2012, à Poznań, une petite fille de 9 ans nommée Ola jouait avec ses amis près d'un grand supermarché. Sa mère l'attendait à l'intérieur, mais Ola s'était éloignée pour regarder les ballons d'un vendeur ambulant.
Soudain, un van blanc banal se gara lentement le long du trottoir, à quelques mètres. La porte latérale coulissa sans bruit, et un homme au visage caché par une casquette à plat. « Hé, petite, viens voir, j'ai des bonbons gratuits et un chiot dans la voiture. Ta maman m'a dit de te ramener. » Ola, intriguée par la promesse du chiot, s'approcha timidement. Mais une de ses amies, plus âgée, se souvint des avertissements circulant sur Facebook, des posts viraux avec des photos floues de vent blanc, des alertes « Attention ». Bialybus vu à Cracovie ou Warsaw Lodz, il tente d'attirer les enfants avec des bonbons ou des jouets. Partagés pour sauver des vies. L'ami hurla, cours, Ola. C'est le van blanc. Ola se mit à courir vers le supermarché, criant au secours. Des passants se retournèrent, un homme poursuivit le van qui accéléra brutalement, la porte encore ouverte. Il disparut dans la circulation, mais quelqu'un nota une partie de la plaque. La police arriva rapidement, et Ola, tremblante, raconta tout à sa mère en larmes. L'histoire fit le tour des médias locaux et explosa sur Internet. Des groupes Facebook dédiés aux alertes Bialybus se multiplièrent, avec des milliers de partages de prétendus témoignages dans toute la Pologne. À Gdansk, à Wrocław, à Szczecin, des parents paniqués rapportaient des vents suspects stationnés près des écoles. Certains disaient avoir vu des enfants monter dedans, ou entendu des cris étouffés. La police enquêta sur plusieurs cas, mais la plupart s'avérèrent être des malentendus, des livreurs, des artisans ou simplement des vents garés légalement. Pourtant, quelques disparitions réelles d'enfants alimentèrent la peur, et la légende persista. Les parents devinrent hypervigilants, interdisant aux enfants de parler à des inconnus ou de s'approcher de véhicules suspects. Aujourd'hui encore, le Bialybus hante les mémoires polonaises comme un symbole de la peur moderne pour la sécurité des enfants, rappelant que dans un monde connecté, les légendes urbaines se propagent plus vite que jamais. Dans le quartier calme de Kozosika, à Cracovie, se dresse une grande maison victorienne abandonnée au numéro 8, entourée d'un jardin envahi par les ronces et les arbres tordus. Construite à la fin du XIXe siècle par une famille riche de marchands, elle fut le théâtre de drames terribles qui la transformèrent en l'une des légendes urbaines les plus effrayantes de la ville. Les murs grisâtres, les fenêtres barricadées et la grille rouillée donnent à l'endroit une aura sinistre, et les habitants du quartier évitent de passer devant après le coucher du soleil. L'histoire commence dans les années 1930, quand la maison appartenait à une famille noble décadente. Le père, un homme violent et alcoolique, battit sa femme jusqu'à la mort lors d'une dispute nocturne. Fou de remords ou de rage, il se pendit dans le grenier, laissant derrière lui 3 enfants orphelins. Les petits, abandonnés à leur sort, moururent l'un après l'autre dans des circonstances mystérieuses. Le plus jeune tomba dans l'escalier raide, la cadette se noya dans la petite fontaine du jardin, et l'aîné disparut sans trace. La maison fut vendue, mais chaque nouveau propriétaire rapporta des phénomènes étranges, des pas lourds dans les couloirs vides, des pleurs d'enfants la nuit, des portes qui claquent seules, et des ombres aperçues aux fenêtres. Dans les années 1980, un groupe d'adolescents curieux, attirés par les rumeurs, décida d'entrer par effraction une nuit d'Halloween. Armés de lampes torchées et de courage juvénile, ils forcèrent la porte grinçante et explorèrent les pièces poussiéreuses remplies de meubles couverts de toiles d'araignée. Au rez-de-chaussée, ils entendirent soudain des rires enfantins venant de l'étage. Montant l'escalier craquant, ils virent une petite fille en robe blanche au bout du couloir, les cheveux cachant son visage. Elle se tourna lentement, et son visage était déformé, les yeux noirs comme des puits sans fond. Les garçons hurlèrent et fuirent, mais l'un d'eux, le plus lent, trébucha. Ses amis jurèrent avoir entendu un cri étouffé, suivi d'un bruit de chute. Quand ils revinrent avec la police le lendemain, le garçon avait disparu. On fouilla la maison de fond en comble, rien, sauf une vieille photo de famille trouvée dans le grenier, montrant les 3 enfants morts des décennies plus tôt. Le disparu réapparut 3 jours plus tard, errant dans le quartier, pâle et muet, avec des marques de cordes autour du cou. Il ne parla plus jamais clairement, murmurant seulement des histoires d'enfants qui voulaient jouer pour l'éternité. Depuis, la maison de Kozosika est connue comme l'un des endroits les plus hantés de Cracovie. Des urbexés et des chasseurs de fantômes y vont encore, capturant des EVP, voix électroniques,
de pleurs et des ombres sur leurs caméras. Les autorités ont barricadé l'entrée plusieurs fois, mais les intrus trouvent toujours un moyen. Les locaux conseillent de ne jamais y entrer seuls, car les esprits des enfants et du père pendu veillent, cherchant de la compagnie dans leur prison éternelle. Dans les années 1990, dans les quartiers ouvriers de Katowice, en Silésie, où les immeubles gris de l'ère communiste s'entassaient autour d'usines polluantes et de mines de charbon, une rumeur glaçante circulait parmi les mères de famille. Un rat géant, mutant à cause des déchets toxiques déversés dans les égouts, rôdait dans les sous-sols et les caves des Blokowiska. Ce n'était pas un rat ordinaire, il était aussi gros qu'un chien moyen, avec un pelage noir et gras, des yeux rouges luisants, des dents jaunes comme des couteaux et une queue épaisse comme un câble. On l'appelait le Skjorzetkatovik, et il était connu pour s'attaquer aux bébés laissés sans surveillance, les dévorant dans leur berceau pendant que les parents s'absentaient un instant. Une jeune mère nommée Ania, qui vivait au rez-de-chaussée d'un vieux bloc avec son nourrisson de 3 mois, Piotr, entendait souvent des grattements sous le plancher. Elle mettait ça sur le compte des rats ordinaires, communs dans ces immeubles mal entretenus. Une nuit d'hiver, alors que le chauffage collectif était en panne et que le froid s'infiltrait partout, Ania se leva pour aller à la cuisine préparer un biberon. Elle laissa Piotr endormi dans son berceau, couvert d'une couverture chaude, la porte de la chambre entr'ouverte. À peine eut-elle tourné le dos que des bruits sourds retentirent, un raclement intense, comme des griffes sur du bois, suivi d'un couinement strident et affamé. Ania revint en courant, le biberon à la main, et hurla d'horreur. Une créature monstrueuse avait forcé la grille d'aération au sol et s'était hissée dans la chambre. Le rat géant, le corps couvert de boue et d'ordures, était penché sur le berceau, ses pattes avant agrippant les barreaux, la gueule béante dégoulinante de salive sur le visage du bébé. Piotr pleurait faiblement, une entaille saignant déjà sur sa joue. Ania jeta le biberon brûlant sur la bête, qui recula en couinant de douleur. Elle attrapa un balai et frappa de toutes ses forces, touchant le rat à la tête. La créature bondit vers elle, la griffant au bras, mais Ania parvint à la repousser vers l'aération. Le rat, furieux, disparut dans les ténèbres des égouts avec un dernier regard rougeoyant. Les voisins accoururent au cri, et la police fut appelée. On trouva des traces énormes dans la cave, des empreintes de pattes aussi grandes que celles d'un chat, et des os rongés d'animaux. Le lendemain, les journaux locaux parlèrent d'un rat mutant à Katowice, et les autorités envoyèrent des dératiseurs avec des pièges et du poison. Mais rien ne fut attrapé. D'autres incidents suivirent, des chats disparus, des chiens mutilés, et même un autre bébé attaqué dans un quartier voisin, sauvé de justesse. Depuis, les mères de Katowice ne laissent plus jamais leurs bébés seuls, même pour une minute, et les grilles d'aération sont renforcées partout. On dit que le skjur affamé rôde encore dans les égouts profonds, grossissant avec les déchets industriels, attendant une nouvelle proie tendre dans les immeubles sombres de la ville. Dans les années 2000, au moment où les voyages exotiques devenaient plus accessibles pour les Polonais, une légende urbaine terrifiante se propagea rapidement par email en chaîne et sur les premiers forums internet. Une araignée tropicale venimeuse, souvent originaire d'Amérique du Sud ou d'Afrique, pouvait piquer une personne pendant son sommeil dans un hôtel bon marché, pondre ses œufs sous la peau, et des semaines plus tard, les bébés araignées écloraient en dévorant la victime de l'intérieur. Une jeune femme de Gdansk nommée Monika, en vacances au Brésil avec son mari, séjourna dans un petit hôtel près de la forêt amazonienne. Une nuit, après une excursion fatigante, elle se plaignit d'une piqûre douloureuse à la joue, comme une moustique agressif. Elle vit une petite bosse rouge, mais n'y prêta pas attention, pensant à une réaction allergique banale. Elle rentra en Pologne, et les jours passèrent. La bosse grossit lentement, devenant une grosseur enflée et sensible, avec des veines rouges qui rayonnaient autour. Monika alla chez le médecin, qui prescrivit des antibiotiques pour une infection. Mais la douleur empira. La peau devint tendue, chaude, et Monika sentait des mouvements à l'intérieur, comme de petits coups ou des grattements. La nuit, elle faisait des cauchemars où des araignées rampaient sous sa peau. Son mari, inquiet, l'emmena aux urgences à l'hôpital de Gdansk. Les médecins, perplexes, décidèrent d'inciser la bosse pour drainer ce qu'ils pensaient être un abcès.
Quand ils ouvrirent la plaie avec le scalpel, un horreur indescriptible se produisit. Des dizaines de petites araignées vivantes, noires et velues, jaillirent de la blessure, rampant partout sur le visage de Monica, sur les draps, et même sur les mains des infirmières. Monica hurla de terreur et de douleur tandis que les araignées, affamées, se dispersaient dans la salle d'opération. Les médecins paniquèrent, écrasant les bestioles avec des instruments, mais certaines s'échappèrent dans les conduits d'aération. Monica survécut, mais son visage resta marqué à vie par des cicatrices hideuses. L'histoire, amplifiée par les médias et les emails viraux, terrifia toute la Pologne. On partageait des photos floues d'une joue enflée avec des araignées sortant, avertissant « Attention aux piqûres en voyage exotique. Ne grattez pas, allez directement à l'hôpital. » Bien sûr, les experts dirent plus tard que c'était impossible biologiquement, une variante d'une vieille légende urbaine américaine sur les araignées dans les cactus ou les chewing-gums. Pourtant, la peur persista. Beaucoup de Polonais vérifiaient leurs valises après un voyage, et les histoires d'araignées pondant sous la peau continuèrent à circuler, rappelant que le monde exotique cache des dangers invisibles et terrifiants. Au début des années 2000, dans la région verdoyante d'Opolszczyzna, au sud-ouest de la Pologne, où les forêts denses bordent les champs cultivés et les petits villages paisibles, une vague de panique s'empara des habitants. Une puma, ou plutôt une grande panthère noire échappée d'un cirque itinérant ou d'une collection privée illégale, rôdait librement dans les bois. Les journaux locaux et les chaînes de télévision parlèrent sans cesse de sightings, des empreintes énormes dans la boue, des moutons et des cerfs déchiquetés avec une précision féline, et même des photos floues prises par des chasseurs terrifiés montrant une ombre musclée et noire glissant entre les arbres. Tout commença un soir d'automne pluvieux près du village de Turawa, quand un fermier nommé Henrik rentra ses vaches plus tôt que d'habitude. Il entendit un grognement profond et guttural venant des buissons bordant son pâturage. Pensant à un ours bien que rarissime en Pologne, il braqua sa lampe torche et vit deux yeux verts brillants le fixer à hauteur d'homme. Puis la bête bondit, une immense panthère noire, musclée et élégante, avec une queue longue fouettant l'air. Elle attrapa une de ses vaches par la gorge en un éclair, la traînant dans les fourrés malgré son poids. Henrik hurla et tira un coup de feu en l'air avec son vieux fusil de chasse, faisant fuir la créature qui disparut dans la forêt avec un feulement rageur. Le lendemain, les autorités confirmèrent, des traces de pattes larges comme une main d'homme, avec des griffes non rétractées, menaient vers les bois profonds autour du lac Turawa. La police, les vétérinaires et même l'armée organisèrent des battues avec des hélicoptères et des chiens, mais la puma était rusée, se déplaçant la nuit et évitant les pièges. D'autres attaques suivirent, un chien de garde déchiqueté près d'Opol, des chevaux paniqués dans leurs enclos, et un jogger qui jura avoir été suivi par une ombre noire sur un sentier forestier, sentant le souffle chaud de la bête dans son dos avant qu'elle ne recule face à ses cris. La peur grandit. Les écoles fermèrent temporairement, les parents interdisaient aux enfants de jouer dehors, et les chasseurs locaux patrouillaient armés. Des rumeurs disaient que la puma venait d'un zoo privé d'un riche homme d'affaires ou d'un cirque tchèque passé par la région. Des photos amateurs circulaient, une silhouette noire sur un tronc d'arbre, ou des yeux luisants dans l'obscurité. Après des mois de traque infructueuse, les sightings diminuèrent soudainement. Certains disent que la puma fut capturée discrètement et euthanasiée pour éviter le scandale, d'autres qu'elle mourut de faim ou s'enfuit vers l'Allemagne voisine. Mais dans l'Opolszczyzna, la légende persiste, par les nuits brumeuses autour des lacs, on entend encore des feulements bas, et les fermiers verrouillent mieux leurs enclos, craignant que la grande chatte noire ne revienne chasser dans les forêts polonaises. Au XIVe siècle, dans la petite ville de Reszel en Warmie-Mazurie, se dresse un imposant château gothique en briques rouges, construit par les chevaliers teutoniques sur une colline dominant la rivière Sajna. Ce château, avec ses tours massives, ses donjons sombres et ses cachots humides, fut tour à tour forteresse militaire, prison et tribunal de l'Inquisition. C'est là que se déroula l'un des derniers procès pour sorcellerie en Europe, en 1811, Barbara Zdynck, une femme accusée de magie noire et d'avoir causé un incendie par sortilège, fut condamnée au bûcher. Elle fut brûlée vive aux portes du château, hurlant son innocence tandis que les flammes dévoraient son corps. Ce fut la dernière exécution officielle pour sorcellerie en Pologne. Depuis cette nuit tragique,
le château de Rézel est hanté par des esprits tourmentés. Les gardiens et les visiteurs rapportent des bruits inexplicables, des chaînes qui traînent dans les couloirs vides, des pas lourds dans les escaliers en colimaçon, des murmures féminins suppliants dans les cellules, et des cris étouffés venant des anciennes chambres de torture. L'esprit le plus célèbre est celui de Barbara, la dame blanche de Rézel, une silhouette pâle en robe longue flottante, aux cheveux noirs et au visage brûlé, qui apparaît aux fenêtres des tours ou glisse silencieusement dans les couloirs la nuit. Un soir d'automne 1998, un groupe de touristes polonais visita le château transformé en musée et hôtel. Une jeune femme nommée Kasia, passionnée d'histoire, décida de rester tard pour explorer seule les parties moins fréquentées. Dans le donjon principal, elle sentit un froid soudain envahir la pièce chauffée. Les lumières vacillèrent, et une odeur de fumée âcre remplit l'air. Puis elle la vit, une femme translucide au bout du couloir, les bras tendus comme pour implorer de l'aide, le bas de sa robe semblant encore fumant. Kasia voulut crier, mais sa voix se bloqua. La fantôme s'approcha, murmurant d'une voix rauque, « Innocent, feu, injustice ». Des larmes spectrales coulaient sur ses joues noircies. Terrifiée, Kasia recula et trébucha dans l'escalier, se foulant la cheville. Quand les gardiens accoururent, la apparition avait disparu, mais une brûlure légère marquait la main de Kasia, comme une empreinte de chaleur ancienne. D'autres esprits hantent le château, des chevaliers teutoniques en armure qui patrouillent les remparts, des prisonniers gémissant dans les cachots, et même un évêque maudit errant dans la chapelle. Des photos prises par des visiteurs montrent des orbes lumineux, des ombres humaines sans source, et parfois une silhouette féminine aux fenêtres. Aujourd'hui, le château de Rézel attire les amateurs de paranormal, qui organisent des veillées avec des détecteurs EMF et des enregistreurs vocaux capturant des voix d'outre-tombe. Mais les locaux avertissent, ne moquez pas les fantômes, car les âmes tourmentées des châteaux polonais, de Rézel à Ogrodzieniec ou Niedzika, ne reposent pas en paix et cherchent toujours justice ou compagnie dans les nuits froides. Dans les années 1990, quand la Pologne sortait tout juste du communisme et que les discothèques occidentales poussaient comme des champignons à Varsovie, Cracovie ou Gdansk, une légende urbaine glaçante se répandit parmi les jeunes fêtards. Des criminels organisés, souvent liés à la mafia russe ou à des médecins corrompus, droguaient des clients dans les clubs bondés pour leur voler un rein et le vendre sur le marché noir des organes. La victime acceptait un verre d'un inconnu charmant, se réveillait des heures plus tard dans une baignoire remplie de glace dans une chambre d'hôtel inconnue, avec une douleur lancinante dans le dos et un mot scotché, « N'appelle pas la police, reste immobile et appelle une ambulance. On t'a pris un rein ». Un samedi soir animé de 1995, à la discothèque populaire, Fantasy, à Varsovie, un étudiant en économie nommé Tomek, 22 ans, beau et confiant, dansait avec ses amis sous les lumières stroboscopiques et la musique techno assourdissante. Une belle femme aux cheveux roux, élégante et mystérieuse, l'aborda au bar. Elle lui offrit un cocktail coloré, riant de ses blagues, et ils dansèrent ensemble pendant des heures. Tomek se sentait léger, euphorique, mais soudain, le monde tourna. Juste un vertige, pensa-t-il avant de s'effondrer. Il se réveilla dans une obscurité froide, le corps engourdi, immergé dans une baignoire pleine de glace fondante. Une douleur atroce irradiait de son flanc gauche, et un tube intraveineux était branché à son bras. À côté, sur le rebord, un téléphone portable et une note manuscrite, « Nous avons pris ton rein gauche. Ne bouge pas, la glace préserve l'autre. Appelle le 999 et dis que tu as été agressé. Pas de police, ou on reviendra pour le second. » Tomek, paniqué, hurla malgré la douleur et composa le numéro. Les ambulanciers le trouvèrent choqué et hypothermique. À l'hôpital, les médecins confirmèrent une incision chirurgicale propre au bas du dos, un rein enlevé avec précision professionnelle. Tomek survécut, mais porta une cicatrice à vie et une peur éternelle des inconnus dans les clubs. L'histoire fit la une des tabloïds polonais, amplifiée par des emails en chaîne et des récits similaires de Wrocław ou Poznan. La rumeur explosa, des gangs internationaux ciblaient les jeunes hommes en bonne santé, les droguant avec du Rohypnol ou du GHB dans les boissons. Les organes étaient vendus à prix d'or à des patients riches en Allemagne ou en Israël. La police enquêta, mais peu de cas furent prouvés,
la plupart étant des légendes urbaines inspirées de faits divers réels ailleurs dans le monde. Depuis, les jeunes Polonais des années 90 et 2000 surveillaient leur verre comme leur vie, ne buvant que ce qu'ils commandaient eux-mêmes. La légende des reins volés dans les discothèques reste un avertissement classique. Dans la folie des nuits folles, un sourire charmant peut cacher un scalpel froid. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.